LCF. Bonjour à tous et bienvenue sur LCF. Merci de votre fidélité. J'ai le plaisir d'être à côté, tout à côté de Sacha Lee. Bonjour Sacha. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Très très bien. Ouais. Alors, petit générique qu'il va falloir aménager puisque c'est un nouveau rendez-vous qui fait sa petite place sur la grille de LCF et qui s'appelle La Chine à Paris. La Chine à Paris, je suis un peu chinois, je suis un peu à Paris, ça tombe bien. Je suis un peu chinois, un peu à Paris. Alors explique-nous en 2 mots, ça veut dire quoi ça ? Je suis un peu chinois, je suis un peu à Paris. Sacha, on ne te connaît pas, enfin si on te connaît un petit peu puisque tu as été de nombreuses fois invité à ce micro pour débattre de questions souvent très sérieuses. Tu es un personnage médiatique au sens où on te croise souvent dans les prises de parole quand il s'agit de faire entendre un certain propos. Est-ce que tu veux bien nous synthétiser ça en une petite minute ? Sacha, qui es-tu ? Sacha, qui est-il ? Je suis né à Paris, alors je suis français, je suis marié, je suis le papa d'un fiston formidable. Il a quel âge ton fiston ? Il a 12 ans. Ma femme est sud-coréenne, née à Séoul. Voilà, je vis, je travaille encore avec mes parents dans un restaurant. Je fais de l'import-export de vin français vers la Chine. Donc je vis dans un environnement pluriculturel. Et c'est pour ça que je suis un peu chinois, parce que même si je suis français de nationalité, j'ai encore beaucoup d'attaches culturelles avec ma famille chinoise de Wenzhou. Et puis dans les médias ou à l'extérieur, en France, je dois quand même avouer que on est souvent ramené à ses origines et qu'on a du mal à concilier le fait d'avoir une apparence non blanche et d'être français. Mais maintenant, on peut être français asiatique, on peut être français noir. La nationalité, elle est ce qu'elle est, et l'origine aussi. Ce sont deux choses distinctes qui sont pas du tout incompatibles. Donc, je suis un peu chinois, je suis français, voilà. Et je vis à Paris. Donc, la Chine à Paris, c'est une rubrique où je me sens bien. Alors, le principe, c'est ce principe de curation où tu es un bouffeur d'infos. Hein. Moi, ce que j'appelle les bouffeurs d'infos, il y en a un autre dans cette maison, il s'appelle Christophe, tu le connais un petit peu. Boulimique. Boulimique, toi aussi, tu l'es. Gourmand. Tu m'as expliqué que tu avais peur d'heures de sommeil. La nuit, tu aimes bien te concentrer sur les faits d'actualité, sur aller les vérifier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, d'aller les croiser pour pouvoir avoir ta propre opinion, tout seul, te fabriquer ta propre opinion. Ça, c'est important pour toi. Ah oui, alors ça a été assez récent. Moi, j'ai d'abord été engagé dans l'associatif, et j'étais un peu comme tout le monde, je regardais les infos françaises, nationales, et puis il y a eu un déclic un jour... sur une guerre en Irak où on cherchait des armes de destruction massive. Ouais. Et c'est là où il y a une fracture de confiance avec les médias nationaux, internationaux, ou des gouvernements. Je comprenais plus. J'ai eu une crise de confiance et d'angoisse aussi sur où nous menaient nos dirigeants, hein, que ce soit les dirigeants français ou américains, chinois, nord-coréens, etc. Et coup de bol, on a Internet. Coup de bol, je comprends plusieurs langues, donc Coup de bol, t'es pas trop idiot. Voilà, coup de bol, il y a un bouton abonnement, et puis on peut s'abonner à des chaînes de blogueurs indépendants, d'experts en plusieurs langues. Et donc, moi, en plus des médias français, quand je comprends pas trop, que j'ai besoin d'explications, un peu comme tout le monde, hein, on va se renseigner, compléter l'information via des médias indépendants ou des blogueurs indépendants qui nous permettent d'avoir une vision plus complète. Et c'est cette vision qui nous intéresse dans La Chine à Paris. C'est cette vision que tu as envie, toi, de partager avec les auditeurs. J'allais dire nos auditeurs. L'idée, c'est que tu en fédères d'autres à travers ton discours. Vraiment, c'est l'idée. J'aimerais commencer notre conversation du jour par une lecture justement des réseaux sociaux. C'est issu de la page LCF sur Facebook.
où nous avons passé une bonne année, puisque c'est le moment de souhaiter une bonne année. Oui, bonne année à tous. Bonne année du chien, le chien de terre. Chien de terre. Alors voilà, on s'est fendu d'un petit article, même plusieurs sur ce nouvel an, et on a pas mal de commentaires. Merci à tous, etc., etc. Il y en a un que je voulais te lire. Il nous vient de la sympathique Arlette Loison, qui met ça comme commentaire. Une communauté qui ne pose jamais de problème, discrète et respectueuse. Geneviève Meunier lui répond, tout à fait d'accord, absolument. C'est un exemple de belle intégration. Qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça réveille en toi, ce genre de commentaires? C'est plutôt positif. D'abord, un négatif. Après, c'est une vision personnelle, qui a l'air d'être confirmée par d'autres. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème du tout. Maintenant, c'est un peu réducteur. Si c'est que ça, la communauté, on peut percevoir que c'est un avis de loin. De loin, la communauté pose pas de problème, est discrète, c'est un modèle d'intégration. Voilà, donc on va dire que c'est pas un avis d'experte. Donc, au sein de la communauté, moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas une communauté chinoise. D'abord, tous les Asiatiques sont considérés comme chinois. Donc, les Vietnamiens, c'est la communauté chinoise. Les Thaïlandais, les Cambodgiens, les Laotiens, les Coréens et les Japonais, c'est la communauté chinoise, vue de l'extérieur, vue de loin. Et même si on tombe dans des quartiers chinois, il n'y a pas une communauté chinoise. Alors, déjà, il y a deux grands groupes dans la communauté, dans ce qu'on appelle la communauté chinoise à Paris. C'est-à-dire hors vietnamien, hors tout ça. Si on prend la communauté chinoise, à l'intérieur, il y a plusieurs communautés. Alors, avant de rentrer dans le détail des Chinois qui vivent à Paris, oui, parce que la Chine, c'est très grand, c'est 2 fois l'Europe en termes de superficie, de démographie. On peut pas dire qu'on connaît. On peut pas dire. Moi, je connais les Européens. Donc, arrêtez de dire. Moi, je connais les Chinois. C'est comme si vous disiez. Moi, je connais les Européens. On peut pas. Les Norvégiens, c'est pas des Espagnols. Et en Chine, il y a autant de différences culturelles du nord au sud de la Chine qu'au du nord au sud de l'Europe. Ils parlent pas la même langue. Ils n'ont pas les mêmes climats. Ils n'ont pas la même culture. Ils ont simplement une langue en commun, et puis ce dont rêverait l'Europe aussi, d'avoir une langue en commun. Ils ont essayé l'espéranto, mais ils peuvent espérer. Donc, avant de rentrer dans le détail, il faut déjà, on peut déjà distinguer 2 grands groupes dans la population asiatique présente en France. Alors pour les Parisiens qui connaissent le 13e arrondissement, voilà, c'est une bonne illustration de la migration, une migration asiatique indo-chinoise. Donc, un peu chinoise, un peu vers les pays Indochine, qui sont le Vietnam, le Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Ça, c'est la population principale du 13e arrondissement. Voilà. En fait, ce sont les boat people. L'île Lumière, un épisode que les Français connaissent bien. 1978. Alors, tu pourrais peut-être faire une chronologie et nous raconter rapidement l'histoire de cette communauté chinoise. Moi, j'ai pris quelques notes. Tu m'interromps si je dis des bêtises. La communauté chinoise en France est une communauté qui s'est formée par vagues successives de migrants. Et ça corrobore déjà ta première partie de discours. En France, comme dans la capitale, on distingue 3 principales communautés chinoises. Alors là, attention à ma prononciation, je me lance. Shaozhou, les Wenzhou. Shaozhou, pardonne-moi, Shaozhou. Les Wenzhou. Les Wenzhou. Wenzhou, pardonne-moi. Dongbei. Là, je ne vais pas tomber trop loin. Ouais, alors, voilà pour les 3 noms. Un chiffre, moi, qui m'a marqué, c'est le recensement français de 1911 a comptabilisé en France 283 Chinois. Wow. Avec sans doute une marge d'erreur, mais on en est là. C'est beaucoup déjà. On en est là en 1911, 283 Chinois. Or, ça va changer avec cette guerre 14-18, et là, on touche un sujet qui t'est cher. 1916-1917, donc durant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni et la France connaissent de graves problèmes de logistique et décident d'engager respectivement
100 000 et 40 000 Chinois afin de contribuer à l'effort de guerre. Donc il y a un traité qui est signé avec le gouvernement chinois, qui est dirigé à l'époque par Duan Qirui, qui s'engage à fournir des coolies, surnommés travailleurs célestes en français. Ouais, des coolies. Coolies, d'accord. Littéralement, qui veulent dire le labeur, les gens qui Les laborieux. Les laborieux. D'accord. Ouais. Alors c'est que pas là, cool, ça n'avait pas de l'anglais cool, les coolies. d'accord. Alors que là, entre guillemets, j'ai mis la traduction travailleurs célestes. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Ah, c'est enjolivé. C'est enjolivé, oui, c'est poétisé. Bon. Mm. Alors, par contre, à l'époque, ces 140 000 Chinois sont engagés, et il y a un contrat de travail, engagés pour participer à des tâches non militaires. La Chine ne voulant pas entrer en guerre avec l'Allemagne, et il y a une raison très simple, c'est que l'empereur chinois à l'époque sort d'une période difficile, qu'on a appelée la guerre de l'opium, etc., et que sur ses côtes, il a tous les Occidentaux. Il a des Allemands, dans le port de Qingdao. Qingdao, pardonne-moi. La célèbre ville qui produit la bière, la fameuse Tsingtao, bière, voilà. donc, technologie allemande au passage. Exactement. Preuve de la présence allemande à Tsingtao. Et il les a sur son territoire, les Allemands, Oui. donc hors de question de se fâcher avec eux, parce qu'il a aussi une grosse colonie anglaise, il a une colonie française, il a une colonie, il y a des Hollandais, enfin il y a toute l'Europe sur ses rivages qui sont accaparés des ports, et donc il est prudent. Très affaibli la Chine à cette époque. Très affaibli à la sortie de la guerre de l'opium. On va pas refaire la guerre de l'opium, une synthèse de la guerre de l'opium, mais en tout cas c'était des manœuvres des Européens pour affaiblir. Ah, il y a un sujet, et il est costaud. Mais en tout cas, à partir de cette date de 14-18, voilà, il y a 140 000 Chinois qui vont débarquer sur les territoires. Des tâches éprouvantes vont leur être confiées, principalement des travaux de terrassement, réfection des routes, etc., manipulation dans les ports. Et puis, on fait état quand même de la rudesse des conditions de vie de ces ouvriers chinois. Ces coolies, comme tu dis, les travailleurs célestes, mais traduit plus littéralement, comme tu le soulignes, le laborieux. Par le laborieux, le besogneux. Ouais. Et donc, c'est vraiment la première trace chinoise installée en France, puisque certains vont repartir, mais d'autres vont rester sur ce territoire. Ils vont fonder des familles avec des femmes françaises. Pour attester de ça, je connais des tontons, comme je les appelais, qui sont métis, qui ont 75 ans. Tu en as rencontré? Oui, c'est des gens que je côtoie, des amis de mes parents. Moi, mon grand-père, il est venu en 1939. Depuis Wenzhou, il a tenté l'aventure en France parce qu'il y avait, après cette Première Guerre mondiale, on dit environ 2000 de ces travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale qui sont restés en France. D'accord. Et donc ça, c'est l'origine de la communauté chinoise. Des Chinois, de la communauté chinoise à Paris. Ils sont installés gare de Lyon, ensuite... il a fallu attendre quand même un certain moment, il a fallu attendre la révolution culturelle pour qu'il y ait une migration plus massive. Parce qu'on voit, tu le dis, en 1911, ils sont 283, c'est rien du tout. C'est que ça, oui. À la fin de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, pour les coolies, pour eux, la guerre, leur travail, c'est pas terminé en 18. Ils sont restés jusqu'en 1923, donc 5 ans après la fin de la guerre, pour déminer les champs, faire les métiers les plus dangereux. Donc, ils sont au nombre de 2000, donc après la Première Guerre mondiale, ce qui est homéopathique, c'est anecdotique aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. En plus, ils ont été oubliés parce que c'était très embarrassant pour l'État français, l'État anglais de reconnaître ces travailleurs, vu les conditions dans lesquelles ils ont évolué. Donc ça fera l'objet d'une émission qui sera diffusée bientôt sur LCF avec Catherine Costanza, qui fait un travail extraordinaire sur... les archives, les traces de ces travailleurs chinois de la Première Guerre qui ont été en France, mais pas seulement. Ils ont été aussi en Sibérie et en Italie, dans d'autres pays. Et on dit 140 000 travailleurs chinois en France, mais elle vient de m'apprendre qu'elle en dénombre aujourd'hui 500 000 dans le monde,
D'accord. à cette époque-là. à cette époque-là, pour la Première Guerre mondiale. Ok. Donc on voit bien que la Chine a fourni des ressources humaines à cette époque, en 1915. En tout cas, Sacha, c'est pas faux de dire, voilà, la communauté chinoise s'est fondée à partir de cette date, Ouais. à partir de ce fait. Mhm. De ces migrants, de travailleurs qui sont venus pendant cette période de Première Guerre mondiale, c'est les origines de la communauté chinoise en France. Tout à fait. Et pour attester de ça, des chiffres encore sur, on va dire, la totalité de la population chinoise en France, une moitié qui provient de la région de Wenzhou, dans la région la province du Zhejiang. Ça représente quasiment la moitié des Chinois en France. Donc le lien entre la Première Guerre mondiale, les travailleurs de guerre qui sont restés en France et qui étaient de cette région de Wenzhou, et le fait qu'aujourd'hui la moitié des Chinois de France sont des Wenzhou explique bien que il n'y a pas de migration des Chinois vers la France. Sinon, on aurait des Chinois d'un peu partout. Il n'y a pas. En fait, la présence chinoise, elle est basée sur ce sacrifice, ce don en homme que la Chine a fait aux Alliés. Et alors, je reviens sur l'autre moitié. L'autre moitié, vas-y. Et l'autre moitié qu'on confond dans l'appellation communauté chinoise, ce sont les Boat People dont on parlait tout à l'heure, le 13e, tout ça, Alors, qui ont des ascendances chinoises et donc qu'on peut appeler chinois. Alors, on va arriver à ce fait d'actualité, donc 1978. Avant, j'ai 2-3 dates. 1919-1921, il y a quand même 1500 étudiants qui arrivent en France. Alors, étudiants pauvres, qui viennent ici pour à la fois trouver un petit travail pour payer leurs études et suivre les études. Alors, le plus célèbre, c'est Deng Xiaoping, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui se battent un peu le fait qu'ils aient embauché Deng Xiaoping. Oui, il a travaillé chez Renault. Il a travaillé chez Renault. Il a travaillé chez Schneider Electric, puisque j'ai vu récemment le contrat de travail de l'époque. Effectivement, Deng Xiaoping, alors à moins qu'il y en ait plusieurs, hein, ils ont pu me mentir, mais je ne pense pas. 1949, ça c'est une date que j'avais besoin de vérifier avec toi. 1949, c'est la fermeture des frontières en France qui empêche justement la suite de la migration des Wenzhou jusqu'en 1978. Ah bon? Ah, mais tu me l'apprends là. Bon. Faudrait que je vérifie. Ah oui. Ok, j'ai trouvé ça. J'ai vérifié sur 2-3. Effectivement, la France ferme ses frontières. Alors, il faut que je gratte le pourquoi du comment, mais en 1949, dans l'après-guerre. Ça correspond avec la création du Parti communiste. Donc, est-ce que. Il y a peut-être un lien. Ouais. À nous deux d'aller creuser tout ça. Et on arrive donc à cette année 1978 qui, moi, m'a marqué parce que, à l'époque, j'étais déjà un grand garçon, hein, j'avais 15 ans. Donc, je regardais la télévision. Je me souviens très bien qu'il y avait peu de chaînes de télévision, on n'en avait que 3. En noir et blanc. Il y en avait une en couleur et les 2 autres étaient en noir et blanc. Je me souviens aussi. Et 1978, si tu veux, pour la première fois, effectivement, je vais emprunter cette expression exprès, on se prend dans la gueule des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Puisque les infos sont formatées, elles sont gentillettes, c'est la grand-messe du 20h, on nous raconte ce qui se passe, surtout dans notre pays, et il y a une petite rubrique, qu'est-ce qui se passe à l'international, etc. Mais on a toujours les bonnes nouvelles, on va dire. On n'est pas inquiet du tout devant son téléviseur, au contraire, on le regarde, on est rassuré par les infos. Et voilà que France Télévisions, ce sont eux, nous balancent un reportage sur un bateau qui s'appelle, attends que je retrouve le nom, Aehong. Non, Aehong. Ah. C'est ce bateau, justement, un vieux rafio qui transporte énormément de monde. Le téléspectateur que je suis découvre à 20h l'histoire du petit Tran. Il a 9 ans, il est blotti contre sa mère, il a faim, il a soif. J'ai des frissons pendant que je te raconte le truc. Parce que j'ai les images, je m'en souviens très bien. Son corps est couvert d'eczéma. Le petit garçon n'a même plus la force de se plaindre. Il est gros plan face caméra. Sa petite sœur est dans le même état. Et il y a ainsi des centaines d'enfants, d'hommes, de femmes, de vieillards sur ce vieux rafio baptisé donc Aehong. Et le reportage nous explique que 2450 Vietnamiens fuyant le communisme vivent un effroyable calvaire sur ce bateau et ils ne savent pas où aller. Car
à la fois la Thaïlande, mais tous les pays dans cette mer de Sud n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et les explications qu'on donne à l'époque, c'est qu'il y a effectivement à l'intérieur ces boat people, donc on nous explique qu'ils sont asiatiques, point, pas chinois, et que personne ne veut d'eux. Donc il est temps de se secouer. Et 1978, c'est nouveau aussi à la télévision, eh bien, des gens médiatiques vont prendre un peu la place de l'État pour dire il faut faire quelque chose. Et le plus célèbre, c'est Yves Montand qui monte au créneau avec sa femme, Signor Sénoré. Et on sait, enfin, ceux qui ont à peu près mon âge se souviennent de l'impact de Yves Montand. C'est un monsieur qui était respecté quand il disait quelque chose. Et bon, si Montand l'a dit, il n'y a pas de raison. Donc voilà pour cet épisode de 1978 qui a marqué l'opinion française, en tout cas la génération des plus de 45 ans, ça c'est sûr. Et qui, toi, dans ton discours, tu nous soulignes bien le fait qu'il ne faut pas tout confondre et que cette année 78, c'est l'arrivée des boat people. Il y a effectivement à l'intérieur des gens d'origine chinoise, mais qui viennent du Vietnam, du Laos, Oui. des Philippines, Des peut-être. anciennes colonies Des anciennes françaises. Et Bernard Kouchner, côté d'Yves Montand, il dit dans la naissance de ce mouvement humanitaire, il dit ils ont la même culture que nous, ils parlent le français, on ne peut pas les laisser. Et il convainc, il a ému l'opinion publique française et convaincu d'aller chercher ces réfugiés qui fuient le communisme des Khmers rouges. Et, Alors sur un bateau dont le nom m'échappe, toi tu t'en l'île de souviens ? Lumière. L'île de Voilà, Lumière. j'ai vu un super documentaire très très émouvant qui retrace très très bien cette histoire. Et donc on confond tous les Chinois de la Première Guerre, les Chinois de Chine continentale qui viennent du Zhejiang, de Wenzhou, qui viennent pas sur des boats qui parlent pas français, ils n'ont pas de culture française, ils viennent pareil en fuyant la révolution culturelle qui s'est terminée en 76. Donc ils viennent un peu dans la même décennie. Et tout ça est confondu dans la communauté chinoise. Et les boat people sont l'autre grande moitié des Asiatiques, des Chinois, entre guillemets, de France. Et les boat people, eux, ont le statut de réfugiés. Ils parlent déjà un peu le français, ils font des études en France beaucoup plus facilement. Et puis ils sont principalement installés dans le 13e, qu'on aménage pour eux avec des tours pour les accueillir. Et parallèlement, il y a les Chinois continentaux de Wenzhou qui, eux, arrivent sans parler un seul mot de français et qui vivent plutôt dans le 3e arrondissement et puis qui grandissent, qui reprennent des commerces de maroquinerie du 3e arrondissement ils travaillent dans des ateliers, dans des conditions difficiles, mais ils ont tous l'apparence de Chinois. Et puis, aujourd'hui, c'est intéressant de constater que ces deux faits historiques expliquent 85-90% de la présence asiatique en France. Donc, pour ceux qui penserait qu'il y aura une invasion des Chinois parce qu'ils sont 1 milliard, donc ils peuvent noyer les Français. L'histoire vous dit que non, il y a un fait, la Première Guerre mondiale qui explique 50% des Chinois en France, un autre mouvement humanitaire vers les colonies françaises en Indochine qui explique l'autre grande moitié de la présence chinoise, asiatique en France. Après, on parle des Tongpai qui sont une migration beaucoup plus récente qui ressemble à celle des Wenzhou qui vient suite à une crise industrielle dans la région du Tongpai. Tongpai, littéralement, ça veut dire nord-est. Donc, il y a une désindustrialisation. Donc, et ils viennent de manière clandestine par des passeurs. Et c'est dramatique, cette dernière immigration, puisqu'ils ont beaucoup de mal à trouver leur place dans la société française. Et je pense qu'ils ont été un peu dupés
à la fois poussés par la nécessité et de l'autre côté dupés par le rêve français qu'on a dû leur vendre. Et aujourd'hui, ils sont dans des situations dramatiques. Mais heureusement, la Chine continentale se développe et puis sort beaucoup de gens de la pauvreté. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins, il y a quasiment plus de migration de Chine vers la France, à laquelle on préfère peut-être des pays plus libéraux et plus proches de la Chine. Mais bon, les mouvements migratoires maintenant sont beaucoup terminés. Plus faibles. Ouais. Il n'y Mmh. a pas de révolution communiste, il n'y a pas de crise grave. Les crises, c'est comme à l'image de la Syrie, une crise, une guerre civile provoque un exode de réfugiés. Alors, D'ailleurs, on en a. Alors là, c'était plutôt en micro, en préparant un peu cette émission. On en a discuté tous les deux. C'est-à-dire que c'est effectivement choquant qu'en 78, il y a eu un élan de l'opinion française pour dire mais non, ça ne peut pas durer, ces bateaux qui transportent ces gens qui risquent de couler, il faut aller les sauver, etc. Aujourd'hui, c'est exactement la même situation, mais c'est juste que les migrants ne sont pas de la même origine et pourtant, l'opinion française ne bouge pas beaucoup. C'est curieux quand même. Il y a des facteurs C'est la différents. même situation. C'est pas une colonie. La Syrie, c'est pas encore une colonie. Certains pays d'Afrique le sont. Mais en 78, c'était les 30 Glorieuses. On en sortait. On en sortait, mais le il y avait un certain concept confort, des 30 oui. piteuses n'était pas encore arrivé. Donc on se disait, on peut les accueillir. Et d'où le discours aujourd'hui. On ne peut pas accueillir toute la misère. On peut en accueillir une partie, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est pas complètement faux. Il faudrait donc que la France, pays des droits de l'homme, accueille les Syriens, les Africains. Non, mais le contexte n'est pas le même, tu as raison de le souligner, ne serait-ce que le contexte médiatique. On est noyé sous des images qui viennent de toutes parts, et il n'y a plus le même choc qu'il y a eu en 78, où c'est pour ça que je vous ai pris la peine de vous expliquer. Le contexte était différent en 78, avec 3 chaînes de télévision, peu d'images, beaucoup d'images formatées, surtout dans les journaux. C'était important, en tout cas pour nous, tous les deux, de retracer un peu cette histoire de la communauté chinoise, une bonne fois pour toutes. Vous voyez qu'il y a des épisodes qui sont bien précis, avec cette communauté Wenzhou. On reviendra dessus, mais mettre des noms un peu sur les choses, et puis des dates, une chronologie, tout ce qu'on peut lire dans l'histoire pour comprendre le présent. Tout à fait, c'est extrêmement important de comprendre l'histoire, de se la remémorer pour comprendre les origines et puis être rassuré. Parce que quand on ne comprend pas, on méconnaît, on fantasme sur les choses. Et on dit des bêtises. Et oui. On peut être amené à dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est quelque chose, moi, tu m'as appris très récemment. J'avais vraiment l'impression, quand j'allais dans le 13e arrondissement, d'aller dans le quartier chinois. Et tu m'as dit, il est plus proche. Si on veut s'en tenir à la définition d'un quartier chinois, c'est plus le 3e arrondissement dans l'histoire. Alors que le 13e, c'est plus asiatique. Et c'est vraiment l'épisode de Bot People qui a formé ce 13e arrondissement. C'est bien ça. Il y a tellement de choses à dire. Alors, aussi, les gens qui ont fui le communisme, maintenant tiennent en horreur le communisme. Dès qu'ils entendent le mot communisme, ils fuient en courant. Ils ont des sueurs froides. Et la Chine communiste, ça leur fait peur encore. Donc, il peut y avoir une gêne à qualifier de chinois ces gens qui ont fui, qui ont une peur bleue du communisme. Voilà, il n'y a pas une communauté chinoise. Il y en a énormément. Énormément. Autant qu'il y a une diversité très importante, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Impossible de dire, alors l'Europe, c'est ci. C'est pareil pour la Chine. Et puis aujourd'hui, non seulement il y a pas une communauté, il y a plusieurs communautés chinoises si on veut, mais il y a surtout une communauté de Français, Français, asiatiques, qui se sentent bien en France, qui aiment la France, qui se sentent français et qui ont aussi une vision plus globalisée du monde, qui ne sont pas simplement français ou uniquement français, qui sont français, qui parlent plusieurs langues, qui ont une compréhension, une soif de comprendre la France, mais aussi la France dans le monde, et qui peut apporter énormément de lumière sur aujourd'hui un monde globalisé. Et ça, c'est ton cas, Sacha. Alors, petite pause musicale.
C'est moi qui fais la programmation musicale pour nous deux. Mais attention, là, je rends un peu ma copie. Bon, allez-y. Allez, Fais vas-y, péter. fais péter. Elle s'appelle Shenli. La traduction qu'on m'a faite, c'est facilement inflammable. Donc ça me plaît déjà comme titre. Et ce qui me plaît plus, c'est la production derrière, la mélodie. Moi, quand j'écoute ça, je suis heureux. Et Dieu sait que je suis un music lover. Écoute, Shenli.